Au sommaire de cette édition en Côte d'Ivoire, 4 candidats à la présidentielle projettent de marcher sur la CEI et la RTI. Ils entendent dénoncer la mainmise de Ouattara sur les deux institutions. Au Burkina Faso a eu lieu ce vendredi le premier conseil des ministres depuis le coup d'État avorté. Le gouvernement de transition s'est réuni à la primature au centre-ville. Et puis, vive critique à l'encontre de l'Arabie Saoudite pour son organisation défaillante du pèlerinage. Ceci au lendemain de la tragique bousculade ayant fait plus de 700 morts sur le site de lapidation de Satan. C'était là le sommet de cette édition, Madame, Messieurs. Bonsoir. Démarrons par la Côte d'Ivoire. Charles Konon-Banny, Mamadou Koulibaly, Kouadio Konon-Bertin, les 3 candidats de la Coalition nationale pour le changement, CNC, et Essi Amara, un autre candidat à la présidentielle, projettent de marcher à Abidjan sur la CEI, la Commission électorale indépendante, et la RTI, la radio-télévision ivoirienne, pour dénoncer, selon eux, la mainmise du président Alassane Dramane Ouattara sur les deux institutions. Chris Paterma-Sémian. Après avoir écumé 10 longues années de crise militaro-politique, décidément, certains Ivoiriens n'ont pas encore fini de tirer les leçons de l'histoire. Et faudrait-il encore apprendre des autres? L'exemple du peuple burkinabé nous conseille, nous interpelle et nous invite à la sagesse. Citoyens et citoyennes de Côte d'Ivoire, militants et militantes sympathisants de nos partis politiques et sympathisants des candidats que nous sommes, démocrates ivoiriens, nous pensons que l'heure est venue de nous mobiliser pour sauver ce qui est important dans un pays pour son progrès, la démocratie. C'est pourquoi, ici et maintenant, nous appelons toutes les forces vives, toutes les candidates et tous les candidats à nous rejoindre dans une manifestation que nous organisons sur la RTI et la CEI le lundi 28 septembre 2015. Il ne faut jamais pousser le peuple à bout. Les 4 candidats au présidentiel, Charles Konon-Banny, Kouadio Konon-Bertin, Mamadou Koulibaly et Amara Essi, trouvent ces deux institutions inféodées, partisanes et partiales. Mais à vouloir tout changer à un mois d'un processus qui a vu la validation de leur candidature par le Conseil constitutionnel, cela relève de l'insurrectionnel pour certains, mais pour d'autres, le dialogue est encore possible. L'Arabie Saoudite est vivement critiquée pour son organisation jugée défaillante du pèlerinage de la Mecque. Et pour cause, la tragique bousculade ayant fait plus de 700 morts sur le site de lapidation de Satan. Le rituel a repris ce jour dans un climat de peur. Reportage. La foule était dans la matinée moins compacte que la veille lorsqu'une bousculade, survenue au premier jour du rituel de lapidation à Mina, près de la Mecque, a fait 717 morts et 863 blessés. Les autorités saoudiennes ont promis une enquête rapide et transparente et le roi Salman a aussitôt ordonné une révision de l'organisation du Hajj, vivement critiquée par des pèlerins qui, sous le choc, disent avoir peur de poursuivre le pèlerinage. Je condamne le gouvernement saoudien car il n'a pas contrôlé. J'étais là-bas, j'ai survécu. Mais j'espère qu'ils prendront plus de mesures, comme ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Nous avons ordonné une révision des plans d'organisation du pèlerinage et de tous les préparatifs, en vue d'organiser les trajets empruntés par les fidèles pour qu'ils puissent accomplir leur rituel sans encombre et en toute sécurité. Malgré les moments terribles vécus la veille, les fidèles, soucieux d'accomplir leur Hajj, s'adonnaient à leur rituel de lapidation qui consiste à jeter des cailloux en direction de 3 stèles symbolisant Satan selon la tradition musulmane. L'Iran, qui a déploré la mort de 131 de ses pèlerins dans la bousculade, a dénoncé des failles dans le système de sécurité mis en place sur le site de lapidation par l'Arabie Saoudite, son rival régional. En Afghanistan, les talibans ont, dans un communiqué, réclamé que les Saoudiens fassent de leur mieux pour prévenir à l'avenir de tels incidents.
Alors que Riyad n'a pas encore révélé la nationalité des victimes, le gouvernement pakistanais a annoncé la mort de 7 de ses ressortissants, alors que l'Algérie a fait état du décès de 3 de ses pèlerins, l'Inde de 14 et l'Indonésie de 3. Plusieurs Nigériens auraient également péri dans la bousculade, selon la presse nigériane. En outre, 18 pèlerins turcs et 1 omanais ont été portés disparus, selon les autorités respectivement à Ankara et Mascate. Au-devant des décisions et réjouissances islamiques, l'absence de femmes est remarquable. Mais dans l'ombre, elle reste la cheville ouvrière de la réussite de toutes les fêtes. Les efforts déployés par les femmes musulmanes au jour de la Tabaski en témoignent. Suivez ici Faridat Traoré, une musulmane rencontrée par Ferdinand Gadé, notre correspondant au Togo. La femme musulmane vit la Tabaski comme le Ramadan aussi, hein. Sauf que la Tabaski, on se fatigue un peu plus que le Ramadan avec la viande et l'organisation de tout ça là. Mais on arrive à s'en sortir quand même. Disons, quand je me suis réveillé à 4 h du matin pour prier, après la prière, je n'ai plus dormi. Donc j'essaie de m'organiser pour vite finir la cuisine avant d'aller prier. Et après la prière, on a reçu les invités à qui on a servi à manger aussi. Après ça, on s'est reposé, on attend la viande pour faire la cuisine du soir et recevoir d'autres invités s'il y a. Direction le Burkina, au lendemain du rétablissement des autorités de transition, les habitants de Ouagadougou expriment leur joie d'avoir mis en échec le coup d'État. La vie reprend son cours normal. La Tabaski, elle, a bien été célébrée. Reportage. Les habitants de Ouagadougou reprennent leur vie normale. Premier signe tangible d'un retour aux habitudes, les banques et les stations essence, fermées ces derniers jours, avaient rouvert jeudi, jour férié de la Tabaski. Les langues se délient. Même si on ne le dit pas sincèrement, ça nous a chauffé. On a eu peur, sincèrement, avec ce qui s'est passé là. On demande à Dieu que ça reste comme ça seulement jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il trouve une bonne solution et puis les élections puissent passer bien. Près d'une semaine, on a nos sous qui sont déposés à la banque, mais on ne peut pas avoir accès, puisque c'est fermé. C'est ce matin, dans les réseaux sociaux, que je viens de voir que Coris est disponible. Après les tirs, on s'est mis sous les tables, et voilà. On ne pensait pas qu'on allait fêter aujourd'hui. Grâce à Dieu, ça va. On va fêter et puis manger nos poulets comme il se doit. Pour la célébration de la fête de Tabaski, plusieurs milliers de personnes ont prié sur la pelouse et dans les gradins du stade municipal. Sana Aboubakar, grand imam de Ouagadougou, a prié pour la paix grâce à laquelle le Burkina Faso est sorti d'affaires. L'esprit de communauté, c'est la paix que nous demandons. Nous demandons à tous les Burkinabés de se concilier, de se pardonner. En raison de l'Aïd, le président du régime de transition, Michel Kafondo, a repoussé son premier conseil des ministres post-coup à ce vendredi. Le sort de la garde présidentielle est clairement posé sur la table. Il a par ailleurs annoncé la reprise des préparatifs des élections initialement prévues le 11 octobre. La nouvelle date du scrutin n'a pas encore été fixée, le Premier ministre évoquant mercredi un report de plusieurs semaines. En bref et en image, toujours Burkina Faso a débuté vendredi matin le premier conseil des ministres depuis le coup d'État avorté. Le gouvernement de transition, rétabli après l'échec du putsch, s'est réuni à la primature, bureau du Premier ministre au centre-ville et non au palais présidentiel dans le quartier de Ouaga 2000, comme de coutume. Avant le début du conseil, le président de la transition Michel Kafondo, le Premier ministre Isaac Zida et le président du Conseil national de la transition se sont entretenus pendant environ 1 heure. Notons que le conseil s'est déroulé au milieu d'importantes mesures de sécurité. Et puis, plus de 1000 personnes se sont rassemblées à New York pour prendre part à la campagne internationale Action 2015 qui appelle les dirigeants du monde entier à poursuivre les objectifs de développement durable. Ces derniers devraient être signés ce week-end aux Nations Unies afin de s'attaquer au problème de l'extrême pauvreté. Des événements similaires étaient organisés à Sydney, Delhi et Londres. Justin Forsyth, directeur de l'ONG Save the Children.
En Afrique du Sud, en Inde, au Brésil, à Londres ce soir et en France, il y a des dizaines de milliers de personnes qui passent à l'action à la veille de ce sommet historique et ils envoient un message aux dirigeants qui rassemblent, qui aiment. Ne venez pas simplement ici pour signer sur les pointillés, vous devez accomplir pour mettre fin à l'extrême pauvreté, pour combattre l'inégalité et pour éviter un changement climatique dangereux. Ce n'est pas la fin mais le commencement et cette campagne permettra au cours de ce sommet de s'assurer que les dirigeants vont accomplir les promesses qui auront été faites. Nous avons calculé que si vous accomplissiez juste un des objectifs, cela sauvera 6500 enfants chaque jour entre maintenant et 2030. Le 28 septembre 2014 débutait à Hong Kong un vaste mouvement pour réclamer davantage de liberté. Un an après, les héros de cette vague inédite reconnaissent qu'ils n'ont pu briser l'intransigeance de Pékin, mais ne démordent pas de leur objectif, faire avancer la démocratie. Reportage. Les voitures ont repris leurs droits dans le centre de Hong Kong. Il y a un an pourtant, ces rues sont devenues le terrain de bataille pour la démocratie. Des manifestations sans précédent pour se libérer de la mainmise politique de Pékin sur la ville. Des mois d'occupation pour rien. Aujourd'hui, le mouvement des parapluies, comme il était surnommé, s'interroge sur son avenir. Nous n'avons pas prévu d'occuper la ville à nouveau au cours des 2 prochaines années. Organiser le même type d'occupation n'est pas possible pour obtenir le suffrage universel. Si on veut ce suffrage universel, il faudra qu'on se batte sur la durée. Les appels à la démission de l'actuel dirigeant Tsai Wai-lung sont restés lettre morte. Pour seul héritage de ces 2 mois de blocage, un processus démocratique dans l'impasse. Sauf si l'opposition au Parlement change, je ne vois pas comment relancer les réformes politiques prochainement. En juin dernier, les pro-démocratie ont rejeté une proposition de loi donnant le droit de vote à chaque citoyen. Un simulacre de démocratie pour l'opposition, car les candidats aux élections de 2017 seront toujours choisis par Pékin. Car c'est bien le Parti communiste chinois qui est aux commandes de la région administrative spéciale. Pour plusieurs raisons, ce que pense la population n'a pas d'importance. Le chef de l'exécutif n'a pas de compte à rendre. Et encore une fois, c'est à cause de ce système politique particulier mis en place par Pékin. Donc je pense qu'au final, c'est pour ça que ça a échoué. Et il n'y a aucune raison de céder à la pression politique venant d'en bas. Pour l'heure, les leaders étudiants défilent devant les tribunaux dans la quasi-indifférence et l'absence d'agitation à l'approche de l'anniversaire du début de l'occupation est un signe clair de l'essoufflement du mouvement. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée.